L'idée va être de vous parler du chapitre 3.2 concernant les zones de convergence. Nous avons vu les zones de subduction et nous allons maintenant voir les zones de collision. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les zones de collision? Quelles sont les structures caractéristiques d'une zone de collision et quelles en sont leurs origines? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a vu, c'est que, en fait, qui dit collision dit chaîne de montagne. Et qui dit chaîne de montagne dit par exemple la chaîne alpine ou la chaîne himalayenne ou encore la chaîne des Pyrénées si on veut rester centré sur quelque chose qu'on connaît à peu près, à savoir des choses qui sont présentes en France. L'élément important qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on a formation d'une chaîne de montagne, c'est dû à des mouvements tectoniques, tout simplement. C'est dû à des mouvements tectoniques qui vont faire converger deux plaques lithosphériques l'une vers l'autre. Ça, c'est la caractéristique d'une chaîne de montagne si on parle d'origine. Ça veut dire que c'est la rencontre de ces deux plaques qui va faire qu'elles vont rentrer en collision. La plupart du temps, les roches, ce sont des roches de la croûte continentale. Et ces roches de croûte continentale, elles sont comprimées. Cette compression des roches de la croûte continentale va tout simplement entraîner deux grands éléments. Le premier, c'est un raccourcissement. Et le deuxième, c'est un épaississement crustal, l'un n'allant pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on a tout simplement euh, euh, un raccourcissement du terrain, les roches ne disparaissent pas. Donc il va bien falloir qu'elles s'accumulent quelque part et elles vont s'accumuler soit en surface, soit en profondeur. Et c'est ce qui caractérise ce que l'on appelle l'épaississement. Alors du coup, évidemment, il y a des mesures qui vont pouvoir être faites sur le terrain pour quantifier ce raccourcissement, quantifier cet épaississement, et ce à différentes échelles, soit à l'échelle de la chaîne de montagne entière, on observera alors ce que l'on appelle des affleurements, ou encore à l'échelle d'une structure, ou encore à l'échelle d'une roche, voire même à l'échelle du minéral. D'accord? Donc, globalement, c'est ce que nous allons voir tout de suite. On va voir justement quels sont les indices de cette collision, quels sont les indices tectoniques, géophysiques, mais également pétrographiques. Pétrographique au niveau de la roche. Géophysique, c'est quand les données de sismique, on en a beaucoup parlé au tout début de la géologie, vont nous permettre indirectement de comprendre comment la chaîne de montagne est formée. Et les indices tectoniques, c'est quelque chose qui est un peu plus parlant pour vous, puisque ce sont les plis, ce sont les failles, ce sont les indices du fait que les roches ont été comprimées les unes par rapport aux autres. Ce sont des traces d'une compression des roches continentales. Alors, dans un premier temps, on va parler indices tectoniques. Si vous l'avez compris dans le plan, dans un deuxième temps, on parlera des indices géophysiques et dans un troisième temps, des indices pétrographiques. Dans les indices tectoniques, il y a deux grandes choses. Il y a, en fait, il peut y avoir des plis, mais il peut aussi y avoir des failles. Alors, il y a une troisième caractéristique qu'on appelle les plis-failles et que je vous laisserai lire tranquillement dans le cours. Comment décider si du fait d'une compression, on aboutit à des plis ou on aboutit à des failles? N'oublions pas que ce sont des roches qui vont être comprimées, serrées les unes contre les autres. La présence de plis va caractériser en fait des roches plutôt ductiles, d'accord? Tandis que la présence de failles caractérisera plutôt des roches dont le comportement est cassant. N'oubliez pas ce que je vous avais expliqué au début de l'année, c'est-à-dire que suivant les forces, si on exerce les mêmes forces sur un matériau ductile ou sur un matériau cassant, ça ne donnera pas la même chose. Alors justement, si on le représente, dans la première image ici, nous avons justement un pli. Vous avez ici des couches, la couche verte, la couche orange, la couche marron, qui sont des couches d'âge différents. La couche la plus vieille étant la plus en dessous, la couche la plus récente étant la plus au-dessus. Et on s'aperçoit que du fait tout simplement des conditions de convergence, on a tout simplement, donc on est dans un contexte convergent, ça il ne faut pas l'oublier, on a donc compression des terrains
Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit tout simplement que du fait de cette convergence, on a déjà un raccourcissement. Et c'est ce que modélise cet espace vide. Évidemment, ce n'est pas vide dans la réalité. C'est-à-dire que c'est juste que cette image permet juste de vous montrer le raccourcissement. Ce raccourcissement est forcément lié à un épaississement ici vertical, c'est-à-dire une augmentation du relief. Ce relief étant caractérisé non pas par un amoncellement de terrain, mais par ces structures caractéristiques que l'on appelle le pli, comme vous pouvez le voir à cet endroit-là. Ça veut dire que le pli, là, a tout simplement affecté la couche marron, c'est-à-dire la couche la plus récente, mais également la couche orange qui est en dessous. On s'aperçoit que la couche verte est elle aussi légèrement plissée. Ce pli est un pli couché. Je ne vais pas rentrer dans les termes de vocabulaire, de description des différents types de plis, mais globalement, voilà, quand les matériaux ont un comportement ductile, voilà le type tout simplement voilà le type de déformation tectonique qui peuvent apparaître. Après, évidemment, dans un contexte convergent toujours, évidemment, puisque c'est le titre du chapitre 3, les caractéristiques au niveau d'une zone convergence, on est toujours dans un contexte convergent, mais là, qu'est-ce qu'on a? On s'aperçoit que les terrains vont casser. C'est-à-dire que ces terrains vont se casser et que, au lieu de se plisser, il va y avoir des plans de faille, d'accord? Et il va y avoir déplacement des terrains, on dit que la faille joue les uns par rapport aux autres. Et là, on s'aperçoit que la faille, il y a une petite précision, on vous dit tout simplement que la faille, elle est inverse. Et que cette faille qui est inverse, c'est par opposition aux failles que l'on avait appelées normales et qui étaient caractéristiques des zones de divergence. On est là dans un contexte de compression, de raccourcissement de la zone, ce qui signifie que le terrain ici, le bloc que je suis en train de colorier ici en rose, va passer par-dessus l'autre bloc. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, à certains niveaux, un terrain ici, donc 1, 2, 3, on se retrouve avec un terrain plus récent, un terrain plus vieux, pardon, au-dessus d'un terrain plus récent. Il y a donc au niveau de cette faille inverse des contacts anormaux. Ça veut dire qu'on va avoir ici par exemple le bloc, si ça c'est considéré comme le bloc A va venir surmonter le bloc B via cette structure, cette cassure que l'on appelle la faille inverse. Dans le cas d'une faille, normale, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le bloc A se retrouverait en dessous du bloc B. C'est-à-dire que pour une même faille, suivant les contextes géodynamiques, convergents ou divergents, on peut avoir un déplacement différent des deux blocs. Donc les plis, les failles. Il existe évidemment plusieurs types de plis plus ou moins prononcés. Et puis enfin, la technique intermédiaire, c'est le pli-faille. C'est quand il y a un pli, une faille qui repose sur un autre pli. Je ne vous embêterai pas avec ça cette année. Si je continue dans mes indices tectoniques, ici, vous avez une photo de quelque chose de réel, d'accord? C'est-à-dire que c'est une photo, vous voyez bien, qui a été prise sur un terrain classique. Et sur cette photo, on voit quoi? On voit tout simplement que on va avoir, et c'est assez intéressant, des terrains d'âge différents en contact les uns avec les autres. On a ici, ils vous disent Éocène Jurassique, et là on vous dit Trias. Ça ne vous parle pas, je le sais. C'est-à-dire que ici, je mets un 3, on a des terrains de l'ère tertiaire. Et le Trias, ça fait partie des terrains de l'ère secondaire. Donc normalement, si vous suivez mon raisonnement, les terrains les plus récents doivent être au-dessus des terrains les plus vieux. Les terrains les plus vieux s'étant déposés en premier. Eh bien là, c'est l'inverse. On a un terrain du secondaire qui se retrouve, qui surmonte un terrain du tertiaire. Ce n'est pas normal. On a donc ici ce que l'on appelle tout simplement un contexte anormal. Et ce contexte anormal que nous avons, il est là. Il est tout simplement représenté par cette faille quasi horizontale qui montre que ce terrain-là, qui s'appelle le Grand Galibier, est venu se déposer sur des terrains du tertiaire. C'est donc qu'il y a eu des forces de compression tellement importantes
les forces de compression étaient tellement importantes qu'elles ont fait en sorte que des terrains viennent chevaucher d'autres terrains avec lesquels elles n'ont rien à voir. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que vous avez ici, si je reprends les mêmes couleurs de stylo, le long d'un plan de faille quasi horizontale, on a ces terrains-ci qui sont venus, alors en imaginant que ça ce soit les terrains, on a ces terrains-ci qui sont venus surmonter, qui sont venus tout simplement surmonter là, alors j'ai pas pris la bonne couleur, qui sont venus surmonter les terrains du dessous, d'accord. Ceci, c'est-à-dire qu'on a ces terrains qui sont venus se déposer sur ceux-là. On a ici un contact anormal. Ça s'appelle un chevauchement. Et le terme chevauchement est un terme, j'ai envie de dire, important, puisque c'est le terme ici, comme pli, comme faille inverse, c'est le terme qui désigne l'indice tectonique que l'on peut retrouver dans certaines chaînes de montagnes. Ça veut dire que si, voilà, je vais reprendre hop. Donc ici, on a ce terrain qui repose sur ce terrain au niveau d'un chevauchement. Là, on peut se dire que le déplacement de terrain, les forces ici de convergence qui ont permis, là encore, le raccourcissement et forcément en lien l'épaississement, se sont faits sur quelques... on va dire que il y a eu une inversion, un contact anormal, ça s'est fait sur une petite distance. Par contre, il existe un troisième indice tectonique que l'on appelle le charriage. C'est lorsque le chevauchement peut se faire sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il faut quand même garder en tête qu'on a des roches qui se déplacent. On n'est pas en train de déplacer des petites structures. Et là, c'est pareil que tout à l'heure, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit, si je reprends ici mon surligneur, que je le mets en gris, on a à cet endroit-là, on peut imaginer qu'on a à faire ici, là. Alors gris, c'est vraiment pas la bonne idée, je vais le faire plutôt en rouge. On a tout simplement à faire, à cet endroit-là, ici, on a une limite. Alors évidemment, vous avez vu, on ne la voit pas, cette limite, en fait. Mais cette limite, c'est... Donc là, on peut imaginer, tac, tac, c'est les pointillés qui sont ici. On a une limite, ça veut dire que les terrains qui sont au-dessus, ce terrain du Permien, du Trias, ou ces petits éléments-là, qui sont venus se déposer, n'ont rien à faire là. Ils sont venus se déposer sur des terrains qui, eux, étaient déjà là. D'ailleurs, on peut remarquer quelque chose d'intéressant si je prends du jaune et que je le mets sous forme de stylo, qu'ici, on a une structure plissée. Je ne sais pas si vous le visualisez. Alors, si vous l'aviez visualisé, évidemment, on le voit très bien sur le dessin d'interprétation, mais le fait qu'ici, on ait des terrains plissés et que les terrains du dessus ne le soient pas du tout, déjà, il y a une incohérence. Et ensuite, quand on analyse les fossiles présents dans ces roches-ci ou dans ces roches-là, on voit que les roches n'ont pas le même âge. Et bien là, ce qui s'est passé, c'est une sorte de chevauchement. Ça veut dire des roches qui se retrouvent au-dessus d'autres roches, alors qu'elles n'ont rien à faire là, sur plusieurs, ça s'appelle le charriage. Donc je prends exactement la même couleur de stylo que celle que j'avais pris depuis le début. Ça s'appelle une nappe de charriage. Donc les plis, les failles, les chevauchements et les nappes de charriage sont des noms d'indices tectoniques, de figures tectoniques qu'on peut retrouver dans les chaînes de montagne et qui témoignent de la façon dont les roches se sont finalement réorganisées du fait, donc je peux le remettre ici, se sont réorganisées du fait des forces de convergentes énormes qui ont lieu, du fait des forces de convergence vraiment énormes qui ont lieu dans ces régions-là. Donc, que ce soit l'Himalaya, que ce soit les Alpes, il y a eu à un moment donné des forces qui ont entraîné un déplacement des plaques tectoniques les unes vers les autres, qui ont fait que ces blocs de roches ont pu se décaler. D'accord? Maintenant, il y a un deuxième type d'indice. C'est ce que l'on appelle les indices géophysiques. Alors, je ne vais pas aller tellement loin, mais en fait, regardez ce qui se passe. On est toujours, je vais remettre encore mes deux flèches de convergence, on est toujours, bien évidemment, dans un contexte de convergence. Et ce contexte de convergence, il permet quoi? Il permet tout simplement de comprendre que
Même si les roches, par exemple, si on a deux masses continentales qui arrivent l'une contre l'autre, d'accord? Ça veut dire qu'on a ici, par exemple, euh, à l'origine de la chaîne alpine, on a de la croûte continentale africaine qui est venue confronter de la croûte continentale européenne, en simplifiant, puisque l'histoire de la chaîne est un petit peu plus compliquée. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que on va avoir ici cette croûte qui va venir confronter cette croûte-là. Et il se trouve que même si les deux croûtes ont la même densité, et vous comprenez là où je veux en venir, c'est-à-dire que dans le cas de la subduction océanique, quand la plaque océanique place sous la plaque continentale, il y a une logique, elle est plus dense, donc c'est normal. Mais là, on se retrouve avec deux masses de croûte continentale qui ont tout simplement la même densité. Donc elles ne devraient pas passer l'une sous l'autre. Or, il se trouve que les forces sont tellement importantes qu'on se retrouve avec des petits éléments de ce que l'on appelle de la subduction continentale. C'est-à-dire qu'ici, on s'aperçoit que la croûte continentale orange, eh ben, elle va passer sous la croûte continentale marron. Et ça se matérialise par le fait que le Moho, donc je vais prendre ici, je vais le représenter en rouge, mon Moho, il est là. Le Moho, vous vous rappelez, c'est la discontinuité qui délimite le passage entre la croûte et le manteau. Et que justement, les ondes, elles ne se propagent pas à la même vitesse suivant si on est dans la croûte ou dans le manteau. Vous vous rappelez de ça? Donc avec des études tout simplement de géophysique, ben, on arrive à voir que ici, j'ai une croûte continentale, on va dire d'épaisseur plutôt faible, mais si on se retrouve dans la zone axiale de la chaîne de montagne, eh ben, c'est beaucoup plus épais, quasiment doublé. Et ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au fait qu'il y a une partie d'écaille continentale qui est venue se glisser sous l'autre écaille continentale. Et ça, justement, c'est un indice non pas d'augmentation du relief, d'épaisseur du relief en surface, mais une épaisseur du relief en profondeur. Et cette zone-là, que l'on a à cet endroit-là, ici, cette zone d'épaississement de la croûte continentale, d'approfondissement du mot, c'est ce que l'on appelle la racine crustale, comme c'est écrit exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est tout simplement ce que l'on appelle la racine crustale. Racine, c'est dessous, c'est à l'intérieur, c'est une augmentation du relief qui va y avoir du fait de l'empilement d'écailles crustales qui ne devraient pas s'empiler parce qu'elles ont la même densité, mais qui s'empilent tout simplement parce que les forces sont trop importantes pour que les masses continentales restent juste côte à côte. Et ça participe à ce que l'on appelle la formation du relief. Enfin, dans un grand C, ce qu'on va voir, c'est les indices pétrographiques d'un raccourcissement crustal. Ça veut dire que les indices, on peut les voir à l'échelle de la chaîne de montagne, on peut les voir indirectement avec les analyses géophysiques, c'est ce que je viens de vous montrer dans la précédente diapositive. Et puis, finalement, il y a d'autres indices. Les autres indices, c'est le fait que on peut, à l'échelle d'une roche, euh, trouver des roches qu'on appelle des roches métamorphiques. J'ai déjà parlé avec vous de ce que l'on appelait les roches métamorphiques. Rappelez-vous, ce sont des roches dont la transformation se fait à l'état solide. Pas besoin de faire fondre la roche, elle reste à l'état solide et du fait des conditions de pression et de température qu'elle va subir, eh bien tout simplement, il va pouvoir y avoir des transformations minéralogiques. Ça veut dire que les minéraux ne vont pas être les mêmes. Et ça, on l'a vu quand le gabbro passe à l'état métagabbro et qu'il passe par exemple et que on passe d'un faciès à un autre faciès lorsque la plaque plonge, c'est du métamorphisme. Mais il peut aussi y avoir d'autres types de transformations et dans ce cas-là, ce sont des transformations qui vont se visualiser au niveau des minéraux et au niveau de leur orientation. Et ça, pareil, nous l'avons déjà vu sur un échantillon de roche que je vais vous montrer tout de suite. Le premier élément, donc quand ça concerne tout simplement la, la structure des minéraux et non pas la nature des minéraux, eh bien, l'élément le plus évident, c'est celui du gneiss. Est-ce que vous vous rappelez? Le gneiss est une roche avec des bandes blanches, des bandes grises, des bandes blanches, des bandes grises, qui ressemblent finalement beaucoup en termes de couleur au granit, mais pour lesquels on s'est aperçu en fait que les minéraux, eh ben, ils avaient été
organisé, d'accord? Et justement, on va essayer de le voir ça sur cette image-là. Sur cette image, on voit quoi? Que lorsqu'une roche est soumise à des conditions de convergence, donc à des forces de convergence très importantes, il y a deux mécanismes. Un, la schistosité. Ça, c'est quand, à l'échelle vraiment de la roche, on arrive à voir des feuillets qui peuvent se séparer les uns des autres. Le meilleur exemple, c'est celui de l'ardoise. D'accord? Donc, qui dit schistosité, donc si je peux le résumer peut-être de façon un peu facile, qui dit schistosité, on peut appeler ça le feuilletage. Et c'est typique, si vous voulez, de ce que, par exemple, l'ardoise, les roches de type ardoise ont un feuilletage. On peut séparer, c'est comme si on pouvait, si vous voulez, séparer très facilement des couches de roches les unes des autres. Ce n'est pas le cas du gneiss. Et puis, il y a un deuxième élément que l'on n'appellera pas la schistosité, mais que l'on appellera la foliation, et qui, je pense, est plus facile à visualiser pour vous. C'est ça. Regardez, nous avons ici une forme originelle des cristaux. On a une roche avec des cristaux, des petits cristaux jaunes à l'intérieur, mais du fait des conditions de pression et de température, du fait des conditions de convergence, on va voir un alignement des minéraux. Et c'est exactement ce que l'on voit ici. Vous avez ici du granit et vous avez ici du gneiss. Alors ça commence pareil, mais voyez bien qu'ici, on a les bandes de minéraux noirs, des bandes de minéraux blancs, des bandes de minéraux noirs, des bandes de minéraux blancs, et on voit qu'il y a une organisation, un arrangement des minéraux suivant des plans parallèles. Et c'est exactement ça que nous appelons la foliation et que vous avez, vous, déjà vu dans des échantillons de roches que je vous ai montrés au tout début de la géologie. Et ça fait loin, je sais. Mais donc, schistosité et foliation, ce sont des indices au sein d'une roche, mais des indices structuraux au sein d'une roche du fait qu'il y a eu des forces de convergence importantes. Maintenant, il peut aussi y avoir des indices non pas structuraux, c'est-à-dire un arrangement des minéraux ou un arrangement en feuillet, mais il peut y avoir des indices minéraux. Et ces indices minéralogiques, ces indices minéralogiques que l'on peut avoir, que l'on peut tout simplement avoir. Donc ces indices minéralogiques, par exemple, je vais vous le décrire, ça se visualise dans un diagramme pression-température. Si par exemple, ici, je vous dis, voilà, j'ai trouvé une roche, et dans cette roche, j'ai trouvé de la jadéite. Je sais, d'après ce diagramme, que le domaine dans lequel se forme la jadéite est le domaine de stabilité suivant, celui que je suis en train de colorier en vert. Ça veut dire que si je trouve de la jadéite dans une roche, ça voudra dire qu'elle a été formée dans des conditions de pression et de température très précises. Et je peux, de ce fait, avoir un indice des conditions élevées. Si la roche a été soumise à des conditions élevées de pression, c'est que forcément, elle a dû être enfouie à des profondeurs où normalement elle n'aurait pas été enfouie si elle n'avait pas été dans des conditions de chaîne de collision. D'accord? Donc voilà les indices que l'on peut trouver au sein des roches. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin, il arrive, je vous parle de roches métamorphiques qui ne fondent pas, il arrive, par exemple, si ici vous avez du gneiss, si les conditions de pression et de température sont tellement importantes et que le gneiss ça se trouve être enfoui encore plus profondément que l'on puisse imaginer, il va se transformer en ce que l'on appelle une migmatite. La migmatite se trouve être tout simplement une roche qui, comme sa photo le montre, a subi des zones de fusion partielle. Et on voit sur cette roche qu'il va y avoir des zones blanches un peu boursouflées et puis des zones noires, blanches, avec des petits feuillets beaucoup moins gonflés. Je trouve qu'on voit une espèce d'aspect de boursouflure. Et bien sur cette roche que l'on appelle la migmatite, ça témoigne du fait que la roche a été soumise à des conditions de pression telles qu'elle a fondu partiellement et qu'elle est restée solide sur d'autres zones. C'est une autre type de roche très caractéristique des zones d'orogénèse. Voilà.
Donc ça, c'est le schéma bilan qui vous montre que au niveau d'une chaîne de collision, on a deux plaques, la plaque 1 ici en marron, la plaque 2 en marron clair. Ce sont deux plaques constituées essentiellement de roches continentales. On s'aperçoit que dans la zone axiale de la chaîne de montagne, on va tout simplement avoir une racine crustale mise en évidence par des indices, donc elle est là, ma racine crustale, mise en évidence par des indices géophysiques, c'est-à-dire qu'on a un épaississement en profondeur, mais qu'en superficie, du fait de façon assez organisée, du fait des plis, du fait des figures de type chevauchement ou du fait des failles, eh bien on va avoir un empilement plus ou moins organisé des différentes roches les unes par rapport aux autres. Sachant que la plupart du temps, ce qui va être caractéristique, c'est que le long des failles dans les chevauchements ou au niveau des plis, on va avoir ce que l'on appellera des contacts anormaux. C'est-à-dire que des roches qui n'ont rien à voir les unes avec les autres en termes d'âge, en termes de superposition, vont se trouver en contact les unes avec les autres. Évidemment, nous avons en dessous, nous avons quoi? Nous avons le manteau, mais dans le cas d'une orogénèse, d'une formation de chaîne de montagne, ce sont surtout les roches de la croûte continentale qui vont se trouver déformées. Et voilà la fin du cours de géologie, avec à la fin de ce chapitre 3.2 sur le deuxième mécanisme caractéristique des zones de convergence, à savoir la collision.